Captain Max. Lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre! Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max. Aujourd'hui, j'espère que vous aimez l'occulte, les monstres et la Seconde Guerre mondiale, car on va affronter Cthulhu avec Rick et Morty, puis d'autres forces du mal d'Hitler avec le BPRD de Hellboy, puis on restera dans la World War II pour découvrir un super soldat américain dans un comics made in France. Par la suite, pour respirer un peu, ou non du coup, on va faire un tour dans l'espace avec à nouveau une BD française avec Wilson Nebula. Et pour conclure, on voyagera dans l'esprit dérangé de The Max. Lorsque la hype de Rick et Morty était au plus haut, j'eus moi aussi l'envie de me lancer dans l'aventure, malgré le fait que je ne sois pas le plus gros client de séries animées. Les American Dad, les Griffons, Futurama et compagnie, très peu pour moi. J'ai eu une petite période Simpson et une autre South Park, mais ça fait bien longtemps que je n'ai plus d'affection particulière pour ces univers. Du coup, je lance le premier épisode qui s'apparente à une parodie de Retour vers le futur, version complètement décalée, et je n'accroche pas du tout à l'humour ni au récit qui part dans tous les sens, au point de ne pas réussir à finir l'épisode et couper en plein milieu. Cependant, allez savoir pourquoi, cette année, j'ai décidé de redonner sa chance à la série, et après m'être battu pour venir à bout du fameux premier épisode, j'ai trouvé les épisodes 2, 3 et 4 bien sympathiques, mais c'est seulement avec l'épisode 5, la boîte à larbin, que je suis devenu totalement fan de l'univers et de ses personnages loufoques. Et même si je connaissais l'existence des comics, j'ai attendu de terminer le visionnage des 6 saisons disponibles sur Netflix pour démarrer la lecture des comics. Et ça tombait bien puisque la première intégrale de Rick et Morty chez iComics venait de sortir quelques semaines plus tôt. Un comics que j'avais globalement apprécié, mais que je classerai tout de même dans la moyenne plutôt basse des épisodes de la série animée. J'attends cependant la suite avec hâte, afin de combler mon manque de Rick et Morty. Mais puisque l'éditeur a décidé de prendre son temps pour publier le tome 2 de la série régulière, j'ai décidé de me rabattre sur les mini-séries, qui sont plutôt nombreuses, comme Go to Hell, Donjons et Dragons, Il était une fois, etc. J'ai alors commencé par Rick and Morty vs Cthulhu, puisqu'il vient tout juste de sortir le 10 juillet 2024. Côté artiste, c'est Jim Zubkavich qui est à l'écriture. Désolé si j'ai écorché le nom. Bon, dans le comics, ils ont abrégé son nom en ZUB. Zub. Vous comprenez donc pourquoi j'ai préféré éviter de raccourcir son nom, même si, pour le coup, ça pouvait coller avec certains passages de Rick and Morty. Ayant travaillé essentiellement chez Marvel, il a atterri sur Rick and Morty pour s'occuper de la mini-série Donjons et Dragons, puisqu'il était déjà en charge des séries de comics dérivées de cet univers médiéval fantastique depuis quelques années. A noter que c'est pas la première fois qu'il adapte des dessins animés, puisqu'il avait déjà écrit pour le comics Samurai Jack, qui devrait rappeler pas mal de souvenirs à certains. Du côté des dessins, c'est Troy Little, qui doit être au début de sa carrière puisqu'il n'a pas encore illustré grand chose, mais il s'avère être parfait pour le rôle puisqu'il a déjà dessiné les Super Nanas en BD ainsi que quelques comics d'horreur. De plus, il avait déjà travaillé avec Jim sur la fameuse série Rick and Morty, Donjons et Dragons. C'est pourquoi l'esthétique du comics est parfaitement maîtrisée et en totale adéquation avec les deux univers. Maintenant que vous en savez plus sur les artistes, passons au résumé de ce crossover déjanté. De retour à la maison après une journée ordinaire pour Morty Smith et son grand-père Rick Sanchez, soit l'échec d'une vente d'aspartame à une espèce d'extraterrestre accro au sucre, ces derniers découvrent que Jerry, le père de famille, s'intéresse soudainement à l'univers de H.P. Lovecraft. Et la raison de cette soudaine passion n'est autre que l'invasion de la terreur cosmique dans leur domicile. Les membres du foyer vont alors voyager dans les récits de l'univers de Lovecraft, afin de venir à bout de l'entité cosmique Cthulhu. Je ne suis pas un grand connaisseur de ce scénariste, car malgré le fait d'avoir vu et écouté pas mal de podcasts, de vidéos et d'émissions sur ce monsieur, je n'ai jamais lu aucune de ses œuvres. Et de ce que je connais, de ce que j'ai lu de la postface écrit par le scénariste de Rick and Morty, je pense que ce crossover réussit brillamment son objectif, soit de rendre hommage à ce qu'a apporté Lovecraft, tout en parodiant ses récits et en tournant en ridicule ses idéologies discriminatoires. C'est drôle, plein de surprises et de rebondissements, donc si vous êtes familier de l'un de ces deux univers, foncez, la lecture devrait vous plaire. Et si comme moi vous n'avez pas les références, la postface est là pour vous présenter les récits de Ward Phillips, adaptés dans le comics. Mais après s'être intéressé à l'horreur, empruntons la route du récit de guerre avec du Made in Normandie. J'ai été 4 jours en vacances en Normandie, et lors d'un passage au rayon souvenirs du UPRU de Douvres, j'ai fait la découverte d'une BD française du nom de Super Soldat, inspirée très fortement de comics, que ce soit dans sa narration, sa mise en page et ses illustrations. Je n'avais d'ailleurs jamais entendu parler non plus de sa maison d'édition, Orep, et c'est normal puisqu'elle est spécialisée dans la culture normande, avec principalement des livres centrés sur la Seconde Guerre mondiale, donc pas vraiment mon domaine de prédilection.
Du coup, je trouve que c'est une très bonne idée d'éditer un comics made in France afin d'attirer un public différent de celui habituel. Et en plus de ça, vous allez le voir, c'était une lecture très sympathique. Je vous lis donc le résumé en 4e de couverture. 1943, dans une ferme du Kansas, deux frères, Eddie et Johnny Collins, reçoivent leur lettre de mobilisation. Le 6 juin 1944, l'un débarquera sur Omaha Beach, tandis que l'autre devra prendre la pointe du Hawk avec les Rangers. Le jour J, Eddie, alors doté d'une force surhumaine, motive ses hommes sur Omaha la sanglante. Devant la falaise du Pointe du Hawk, Johnny et ses compagnons d'infortune, quant à eux, ne sont plus qu'une poignée à résister face à l'ennemi. Les deux frères finiront-ils par se retrouver? L'histoire est très prenante et on s'attache très vite aux frères Collins, et on croise évidemment les doigts pour eux jusqu'à la toute dernière page, qui défile plus vite qu'une balle de semi-automatique. On notera pas mal de clins d'œil aux comics avec quelques références à Superman, mais aussi avec l'apparition de Wolverine, ainsi que de Steve Rogers, aka Captain America. Merci aux scénaristes Jean-Blaise John et Jean-Marc Lenné pour ce très bon moment de divertissement pendant mes vacances. Côté illustration, c'est Jay qui s'en est occupé, et c'est du très beau boulot. Des dessins détaillés et minutieux, mais parfaitement compréhensibles en un simple coup d'œil, avec un ancrage très présent et totalement maîtrisé, et tout ça dans une mise en page très dynamique qui s'allie parfaitement avec le scénario. Et la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai appris pas mal de choses grâce à Super Soldat, que ce soit concernant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi quelques petits trucs sur les comics, grâce à la postface écrite par Jean-Marc Lenné. Un comics de 112 pages en noir et blanc qui, je l'espère, va attiser votre curiosité, que vous soyez lecteur de comics, de BD ou simplement fan de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais après avoir vu l'occulte et l'horreur de la guerre, il est maintenant temps de lier les deux et de s'intéresser à la série BPRD Origins. Bon, on va continuer avec la Seconde Guerre mondiale avec BPRD Origins, tome 1, 2 et 3, soit plus de 720 pages sur l'histoire du Bureau de recherche et de défense sur le paranormal et de ses agents. Je suis un gros fan de Hellboy, c'est pourquoi je possède en tête plus de 40 comics édités chez Delcourt, autour de la main droite de la mort et de son univers. Cependant, par manque de temps et d'intérêt des gens pour mes vidéos sur le sujet, je me freine, à tort, à la lecture de mes livres. Parce qu'en général, il est difficile de s'arrêter quand on commence à mettre son nez dans les affaires du BPRD. Du coup, j'évite de le faire hors période de vacances afin d'avoir des lectures un peu plus hétérogènes, et donc de m'offrir des sujets potentiels un peu plus variés, pour plaire à YouTube. Du coup, c'était les vacances et j'en ai profité pour enfin m'attaquer à ces 3 gros pavés qui m'attiraient depuis très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers du Démon Rouge, le BPRD c'est l'agence fondée par le professeur Trevor Bruttenholm, père adoptif de Hellboy et pour lequel ce dernier travaille. Leur but est d'éradiquer le mal d'origine paranormale sur la planète Terre. Dans le premier tome, on y fait la rencontre d'un jeune Trevor en 1945, quelques mois après l'apparition de Hellboy. Mais n'espérez pas trop voir ce dernier, puisqu'on suit les aventures de son tuteur, pendant que lui s'ennuie fermement dans la base du BPRD en plein milieu du désert du Nouveau-Mexique. La Seconde Guerre mondiale est terminée, mais les conséquences des projets de l'Axe et les éventuelles menaces soviétiques continuent de menacer le pays, et même le monde. C'est pourquoi Broom doit alors créer une équipe pour l'aider dans ses enquêtes de l'occulte, et plus précisément dans celle du projet Vampire du défunt Adolf Hitler. Je ne vais pas passer par 4 chemins, j'ai adoré la lecture de ce comics, même si au départ, j'étais un peu déçu de ne pas avoir une véritable origin story du bureau. Le récit se déroule 2 ans après la création du BPRD, et même si on sent bien que c'est le tout début et qu'il n'y a que 2 agents au départ, soit le professeur Broom et le docteur Howard Heaton, j'aurais aimé que l'on me raconte leur rencontre, de savoir pourquoi ils se sont retrouvés à chasser les fantômes, etc. Au lieu de ça, les scénaristes ont préféré nous raconter la première grosse enquête de l'agence, ainsi que la formation de sa première escouade. Cependant, la déception fut très courte. Après quelques pages, j'étais complètement absorbé par ma lecture, si bien que j'ai dévoré les 256 pages d'une seule traite. L'enquête est intrigante, les personnages attachants et bien écrits, la menace est pesante et les artistes de cette œuvre nous proposent une nouvelle fois un univers riche et généreux, comme à chaque fois lorsqu'on lance un récit du Hellboyverse. Le tome 2, qui en est la suite directe, est cette fois-ci principalement centré sur 2 protagonistes, le professeur Broom, encore une fois, mais aussi et surtout à l'agent Anders, qui s'est toujours pas remis psychologiquement et psychiquement de ses attaques vampiriques lors du tome précédent. Côté scénario, notre agence doit faire face à l'arrivée de terribles monstres en plein milieu du désert de l'Utah, où la cause serait potentiellement les essais nucléaires. Encore une fois, les acteurs de ce récit sont super intéressants, l'intrigue ingénieuse et la lecture est d'une fluidité irréprochable. Dans le 3e et dernier tome de la série, on s'éloigne un peu de Trevor pour s'intéresser cette fois-ci aux premières missions des agents les plus connus du BPRD,
que sont Liz Sherman, Roger l'Homoncule, Abe Sapien, Benjamin Daimyo ou bien encore Johan Cross. On va donc suivre plusieurs histoires qui n'ont pas spécialement de lien entre elles, que ce soit en termes de personnages, d'histoires, de lieux, etc. C'était encore une fois une lecture très plaisante, mais c'est vrai qu'au vu de la conclusion du tome précédent, je m'attendais à poursuivre l'aventure de la jeunesse de Trevor et des mésaventures de son agent Anders, car la fin était ouverte et laissait penser qu'on aurait droit à une suite, mais ce n'est pas le cas, du moins pour le moment. Pour conclure, c'est une série pour laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et qui a réussi à me surprendre de la bonne manière avec des histoires et des personnages dont je ne m'attendais absolument pas. Un grand bravo aux scénaristes John Arcudi et Joshua Dysart d'avoir coécrit ces séries et surtout d'avoir réussi à recentrer Mike Mignola, qui, lorsqu'il écrit de longues séries, a fortement tendance à partir dans tous les sens et donc à parfois perdre ses lecteurs tant il déborde d'idées. Et en parlant d'idées qui débordent, voyons la BD de Space Opera de chez Uppercut Éditions, Wilson Nebula. Uppercut Éditions est une petite maison d'édition française fondée par Fred Mansour, que vous connaissez probablement pour sa BD Overkiller, dont j'ai déjà fait la promotion pour le crowdfunding sur ma chaîne, ainsi qu'une vidéo pour vous présenter l'univers. Mais chez Uppercut Éditions, ils ont aussi ouvert leur maison d'édition à d'autres artistes, afin de leur offrir la chance d'être édités et pour leur donner plus de visibilité. C'est pourquoi ils passent par des campagnes de financement participatif en favorisant la vente directe afin de rémunérer au mieux les auteurs et illustrateurs. Je vous parlerai d'ailleurs bientôt de leur BD La Fabrique, réalisée par Pablo Vasquez. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la BD Wilson Nebula, écrite par Fred Mansour et illustrée par Gianenrico Bonacorsi, avec Claudia Palescandolo à la colorisation. Wilson Nebula est un drifter de l'espace qui parcourt la galaxie à travers son vaisseau, le Nebula 3. Il est accompagné par un droïde du nom de Synth IA, Synth comme synthétiseur, .IA. Visuellement, elle est dans la droite lignée de C3PO, dans une version assez proche de Gwendoline, la Robocop version féminine de Rick and Morty, pour ceux qui la connaissent. Et vous allez le voir, c'est drôle, mais la petite comparaison ne s'arrête pas là, car par le plus grand des hasards, l'histoire commence d'une manière assez proche de celle de Rick and Morty versus Cthulhu. Notre héros se dirige tout droit vers une planète extraterrestre, afin de collecter de la Divina, une drogue hallucinogène. Une fois sur place, il doit alors affronter la faune locale, peuplée notamment d'énormes monstres. C'est une fois de retour dans son vaisseau qu'il apprendra la disparition de sa fille. Cependant, les choses vont se compliquer très rapidement, puisque ce dernier sera poursuivi à son tour par le gouvernement spécial intergalactique. Prévu en 2 tomes, j'ai été plutôt conquis par cette première partie, puisque j'ai même trouvé ça un peu court. J'ai tout de suite accroché à l'univers proposé, qui me paraissait très familier malgré la découverte. Le milieu spatial, un héros solitaire ou presque, le sauvetage d'un être cher, des monstres extraterrestres, une garde intergalactique, des droïdes, etc. sont des éléments forts de la SF. Et pour cause, le scénariste avait pour but de rendre hommage à la science-fiction des années 70, qui ont bercé son enfance. Cobra, New York 1997, Métal Hurlant, et j'imagine d'autres encore comme Star Wars, sont autant d'œuvres qui l'ont fasciné et qui lui ont donné envie d'écrire sa propre histoire, mêlant un peu tous ces univers à sa sauce. Sauce qui peut avoir un goût un peu épicé pour certains, puisque Fred n'a pas peur d'aborder des thèmes comme la violence, la sexualité, la drogue, etc. C'est pour toutes ces raisons que l'on peut voir Wilson Nebula émasculer une grosse bestiole dès les premières pages du livre. En bref, j'espère que la suite ne va pas trop tarder à arriver, car je sens que le scénariste n'a pas encore dévoilé toutes ses cartes, et que c'est une simple entrée en matière avant de repartir dans une histoire débridée et délirante, mais qui réussit tout de même à rester assez sérieuse pour que les enjeux soient captivants. Mais on va maintenant conclure avec une nouvelle touche de délire débridé et de sérieux avec la série The Max, mêlant comique, action et psychologie. Lors du podcast précédent, j'avais comparé la série Pete à The Max, puisque les deux dataient de la même époque et qu'elles étaient toutes deux éditées chez Image Comics. De plus, les deux proposent un personnage principal imposant, mystérieux, qui tente de protéger un garçon pour l'un et une jeune femme pour l'autre. Cependant, vous allez voir que si l'un part dans du concret avec de l'action pure et dure, l'autre propose un récit bien plus singulier, avec un fond très psychologique. Mais avant de vous parler des 3 premiers tomes de la série, disponibles en français chez les éditions Réflexion, je me dois de vous faire une petite présentation de son créateur, Sam Kiss. Né dans les années 60, il s'intéresse rapidement aux comics, si bien qu'à ses 20 ans, il réussit à travailler dans le milieu de la bande dessinée en créant une histoire du nom de Max the Hairy, qui intègre le comics primeur numéro 5 chez l'éditeur Comico. C'est une histoire d'un gros lapin humanoïde mercenaire qui a pour but d'assassiner un dictateur extraterrestre. C'est une petite histoire courte, mais on reconnaît déjà certaines caractéristiques du monsieur, comme l'utilisation du prénom Max, la présence de lapins, de monstres étranges et surtout
d'un ancrage très présent, avec un côté clair-obscur. Par la suite, il prendra le poste d'encreur auprès de Matt Wagner sur la série Mage, et se fera remarquer au point d'être engagé pour illustrer 5 issues de la célèbre série Sandman de Neil Gaiman. Avec son style très reconnaissable, il dessinera pas mal de couvertures, notamment pour Marvel, avant de rejoindre l'équipe d'Image Comics lors de sa création en 1993. C'est à ce moment qu'il va donner naissance à The Maxx. Cette série très particulière va rencontrer très tôt un petit succès d'estime, mais elle va réellement connaître la gloire à partir de 1995, puisqu'elle va être adaptée en série animée par MTV. Puis l'année suivante, c'est même Alan Moore qui va être en charge de l'écriture de l'issue 21. Mais de quoi ça parle The Maxx ? Eh bien, c'est l'histoire de Julie, une jeune femme qui n'arrive pas à se remettre d'une grave agression par un dangereux psychopathe. Elle fait alors la rencontre et héberge The Maxx, un gentil SDF à l'allure impressionnante qui va se donner pour objectif de protéger son hôte. Afin de s'évader de sa vie dépressive, Julie part régulièrement dans l'Outback, un pays imaginaire dans lequel elle incarne la reine léopard. Et que ce soit dans le monde réel comme dans ses rêves, The Maxx est toujours à côté d'elle pour la protéger du dangereux Mr. Gone. J'ai découvert cette série il y a quelques années, que j'avais lu grossièrement en VO, mais au vu de mon niveau d'anglais et de la complexité de certains passages, je ne vais pas vous cacher que ça m'a fait du bien de pouvoir relire la série en français, grâce à l'éditeur Édition Réflexion. J'ai lu pour l'instant les 3 tomes déjà publiés, et j'attends impatiemment les 4 derniers, puisque la série est éditée en version Maximized, soit la version définitive avec des traits plus fins, une recolorisation, etc. Est-ce que j'ai apprécié la relecture de ces 3 tomes ? Oui, très clairement, c'est une série et un univers que j'aime beaucoup, et ça ne me dérange pas du tout de la redécouvrir une nouvelle fois, tant le récit semble compliqué à la première lecture. Une fois que vous avez toutes les clés en main, ça s'avère bien plus simple, et vous pouvez alors savourer cette histoire comme il se doit. On est très clairement dans de l'indépendant pur et dur, avec un récit et un visuel non conformiste qui risquent d'en perdre plus d'un si vous ne vous laissez pas emporter par son récit fantastique à l'intrigue assez décousue. Sam Kiss n'hésite pas à vous faire voyager du monde réel à l'Outback sans crier gare, ni même de passer d'un personnage à l'autre sans aucune transition. En bref, c'est une merveilleuse série à qui il faut laisser le temps, mais que je ne peux que vous conseiller. Vous l'avez compris, encore de belles lectures pour moi ce mois-ci. J'espère que j'ai réussi à vous donner envie d'en lire au moins une d'entre elles, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur Substack, Twitter ou en commentaire YouTube de la dernière vidéo en date, puisque je lis tous les commentaires et que je n'ai quasiment aucun retour sur mes podcasts. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire avec des partages, des likes et même financièrement avec mon Tipeee Captain Max, où vous obtiendrez des marque-pages personnalisés et réalisés par de fabuleux artistes, afin de vous remercier pour votre soutien. Sur ce, je vous dis merci encore et à très bientôt, Terrien. Fin de l'enregistrement. Merci.